Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce live incroyable, un live poulpesque, un live riche, j'imagine, en conspiration, en rire, en caféine et bien d'autres choses, ô combien savoureuse. Ça, c'est le genre de cocktail ça me fait plaisir. Bien, j'espère que vous êtes bien installés. On va commencer par enlever cette bannière, hein, le live va bientôt commencer. Il a commencé, voilà, si vous avez suivi, hein, voilà, c'était pour vous tester. Donc, ce soir, on va parler du coup de section 13, hein, avec les 12 singes. Mais on va en parler, pas moi tout seul et les voix dans ma tête, non, car j'accueille avec moi de suite l'incroyable Aranita. Coucou! Salutations. Salut! Je Comment? suis une des petites voix dans ta tête en fait, mais tu ne le sais pas. Ah, c'est pour ça. Ouais, je commence à me poser des questions. Il y a des trucs. C'est ça. Ok, je prends plus de Celle qui cachetons, te on m'a dit dit. reprends un balisto. Il y en a, t'inquiète pas. C'est le deuxième paquet que je mange aujourd'hui. Voilà, j'ai mon café, j'ai mes balistos. Moi, je suis prêt. On peut y aller. Bref, j'espère que toi, tu vas bien. Ça va bien, merci, c'est les vacances. Oh, c'est Presque. bien ça. Presque. Alors, en tout cas, on s'en approche. La dernière ligne droite. Ouais. Ah, parfait. Bon, eh bien, on était censé parler avec les 12 singes et je dirais que la moindre des choses, c'est de les inviter. Donc, un tonnerre d'applaudissements pour Jérôme des 12 singes. Bonjour. Voilà. Bien le bonjour ou bonsoir hein, aussi, voilà. Bonsoir. Je sais plus. C'est le soir, il fait jour, moi je suis perdu. Hein, vous faites comme vous voulez. C'est vrai. Donc, j'espère que tu vas bien. Hein, et Ça va très bien, et vous? ça va très bien. Et je te remercie d'être là avec nous ce soir pour papoter, déjà sur du poulpe, moi j'adore, hein, et puis sur ce financement qui est en cours, hein. Ouais, c'est ça, sur Section 13 qu'on a lancé il y a quelques jours, vendredi dernier, et qui se finit jeudi prochain, du coup. Jeudi prochain. Ok, on est en pleine dans les gens, donc écoutez, voilà, on ouvre les esgourdes, il y a de l'info, hein, donc si vous êtes intéressé, de toute façon, vous le savez, de toute façon, si vous nous écoutez, vous achetez et ensuite vous regrettez, vous nous dites que c'est notre faute, mais on assume. Voilà. C'est pour la bonne cause. Bien. De toute façon, on nous dit déjà, voilà, donc rapidement, je salue tous ceux qui nous regardent ce soir, ceux qui nous regardent mais qui ne parleront pas sur le chat, et tous ceux qui nous regarderont en replay ou qui nous écouteront en podcast. Il y a beaucoup de choses à dire en une fois là. Waouh. Donc, salut Prétélite et le Klug et Yevendil. Et d'ailleurs, on a un Fred Sauvage qui nous dit qu'il a déjà pledgé. Quelle surprise. Bien. Bon. Si on est là, si on est bien installé, si chacun a sa petite boisson chaude, fraîche, ses balistos, autre chose, hein, je juge pas. Hein. Faites ce que vous voulez. On va pouvoir lancer les hostilités. Donc, avant toute chose, et si on te présentait, Jérôme, voilà, parce que je pense que les gens qui nous regardent nous connaissent un petit peu au bout d'un moment. Hein. Mais toi? Alors, du coup, moi, je suis un des 12 singes depuis quelques années, et je suis arrivé juste avant qu'on lance la gamme la collection Dark Monkeys. Donc maintenant, je suis chef de projet de pas mal de jeux, notamment Dark Monkeys, qui m'occupe à 90% du temps. Et du coup, en fait, pour la petite histoire, donc Dark Monkeys, c'est Cthulhuac et toutes les campagnes qui gravitent autour. Donc c'est une espèce de label qu'on a créé à l'époque, parce qu'en fait, quand on s'est lancé, on avait une campagne qui s'appelait l'affaire de Luz, qui n'avait pas de système de jeu, c'est-à-dire que le système c'était celui de l'appel de Cthulhu, mais on ne pouvait pas publier de l'appel de Cthulhu. Et donc il s'est posé la question de comment on va motoriser cette campagne. Il nous faut un système où on puisse faire des choses Lovecraftiennes. Et donc moi j'ai testé pas mal de systèmes de jeu à ce moment-là, Cthulhu Dark, Cthulhuac, plein de systèmes qui peuvent émuler du Lovecraft. Et je suis tombé vraiment amoureux du système Cthulhuac. J'ai trouvé ça très fluide, très facile à utiliser, et très léger au final. C'est pas un système très compliqué, c'est un système qui est bien pour improviser et pour discuter.
Voilà, ça c'est le livre de base de l'époque. Et donc du coup, on a contacté l'auteur Paul Baldowski et on a obtenu les droits de traduction de Cthulhuac, sachant qu'en anglais c'est vraiment un petit système qui fait, je sais pas, 50 pages, je crois, en A5 Ouais, ou tout comme ça. c'est vraiment tout petit. Hein. C'est vraiment tout petit. Et chez nous, dans les 12 singes, on a Maxime Place qui est un fan de Cthulhu, de Lovecraft, depuis son adolescence. Et il s'est dit, bah, moi, niveau graphique, je peux pas juste faire un petit livret, il faut qu'on fasse un grand format. Du coup, il a pris en main tout ce qui est côté graphisme sur l'affaire de Luz et Cthulhuac. Et au final, c'est devenu un livre un peu plus gros, sachant que donc le système de jeu, comme il était vraiment très petit, on a ajouté des scénarios pour faire un petit pack sympa avec des scénarios one-shot qui sont en fait des adaptations de scénarios qui étaient sortis dans Cassius Belli, dans la première version de Cassius Belli, de Martin Latalo. Ouais, voilà, c'est From the Vault. Merci pour le... C'est très bien préparé tout ça. Très coordonné. Et du coup, donc en fait, ça faisait un petit pack avec un écran et l'idée c'était juste d'accompagner la sortie de l'affaire de Luz. Et au final, le succès a été très très fort pour Cthulhuac tout seul aussi. Bon, l'affaire de Luz est épuisée maintenant, mais Cthulhuac aussi, on nous a redemandé. En fait, il a été épuisé, on a réimprimé, donc au final, on est à la 4e impression là. Donc ça a beaucoup marché et on s'est dit du coup autant que, enfin, si les gens aiment tant ce système de jeu, on peut peut-être construire vraiment une vraie gamme autour pour accompagner l'univers, parce que certes il y a des campagnes, mais on peut aussi vouloir faire ses propres campagnes, créer ses propres monstres ou voilà. Donc utiliser un bestiaire. Donc on a construit une collection Cthulhuac qui maintenant contient 9 suppléments. Qui est vraiment un socle de jeu qui est sans campagne particulière, mais qui est vraiment... on va piocher dedans selon ce qu'on veut. Donc, on a des suppléments de scénario comme Wendigo ou Cabal. On a des suppléments de contexte comme Magie, qui va traiter sur tout ce qui est magie. On a le bestiaire. On a Shub-Niggurath, qui traite de créatures liées au grand ancien, à l'autre dieu Shub-Niggurath. On a des livres maintenant sur les mondes, les royaumes chtoniens, les mondes engloutis, les terres indicibles. Donc voilà, on a construit toute une collection. Et donc ça, c'est le socle du jeu. Et autour de ça, on a du coup des campagnes. Et du coup, section 13 est une de ces campagnes. Voilà. Ok. Oh oui, c'est une introduction. C'est une belle introduction. En tout cas, voilà, ça. On voit déjà sur quoi on part déjà. Vous avez le contexte, hein, voilà. Et alors en fait, au niveau des campagnes, par exemple, nous, chaque campagne a vraiment une identité propre. Donc à chaque fois, il y a une maquette, une mise en page qui est spécifique à la campagne, plus ou moins moderne selon l'époque. Et en général, les campagnes sont vraiment proposées par un auteur qui est externe ou pas d'ailleurs, mais un auteur qui va dire, moi j'ai cette idée de campagne et je veux l'écrire, donc il nous la propose et après on voit quel angle d'approche on fait. Et donc c'est comme ça que sont arrivés les Encagés, qui est la deuxième campagne, parce qu'il y avait l'affaire de Luz, mais disons que les Encagés, c'est la première campagne vraiment qu'on nous a proposée après le lancement de Cthulhuac. Ensuite, il y a eu la Vilain Jaune qui a été proposée par Eric Dédalus. Ensuite, là, il y a la Lisière qui est un très gros morceau qui se passe à Salem. Et voilà, du coup, maintenant il y a section 13 et on a encore pas mal d'autres projets de campagne prévus à l'avenir. Oui, bah ça fait une belle gamme et ça fait des centaines d'heures de jeu, hein, franchement. Ouais. Ah oui, voilà, c'est ça. Toujours pas fini la Vilain Jaune et on est censé commencer normalement sur le planning la Lisière, on est censé l'avoir commencé le mois dernier. Ouais, c'est des campagnes. Alors, c'est des campagnes plus ou moins longues, même si les Encagés et la Vilain Jaune sont quand même plus petits que la Lisière. Ouais. J'avais prévu de finir la campagne avant 2032, mais ok, moi ça me dérange pas, mais. Donc, enfin, nous, en tout cas, on aime bien tout ça parce qu'on aime bien jouer. On joue beaucoup chez les 12 singes à nos jeux, et enfin, aux jeux qu'on édite. Et du coup, ça nous fait aussi du matériel pour tester l'été, puisqu'on se réunit en séminaire et on teste pas mal de campagnes pendant l'été. Oh, le séminaire de rêve. Oh là là. Ah ouais. On fait quoi? Oh là là, faut jouer. Oh là là. Il y a aussi des réunions. Et puis,
et puis des fois, tu joues à des choses pas tout à fait finies, qui se cassent en cours et il faut trouver des solutions. On fait des réunions pour réparer les playtests. Ben, voilà. Ah oui, Mais oui, en tout cas, oui. c'est plus sympa de faire des réunions sur le jeu de rôle que sur de la comptabilité classique. Oui, je te crois, Ouais. je te crois totalement. Ok. Vas-y, je te laisse la parole. Bah non, mais on voulait parler de la gamme Dark Monkeys, donc ça c'est fait. Donc après, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Toulouac Sur le système de jeu Oui, par exemple. Par exemple, pour quelqu'un qui serait dans une grotte depuis 5 ans parce qu'elle élève un gamin et qui n'y connaît rien. Et je prends l'exemple totalement au pif vu que j'ai pris il y a 10 minutes avant le live. Alors globalement, donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que Section 13 et la plupart de nos campagnes n'ont pas le système intégré. Donc en fait nous il y a le système de jeu Cthulhuac à côté et il y a des blocs de campagne avec du matos. Donc du coup si on n'a pas du tout le système Cthulhuac, il faut soit soit acheter le livre à côté, soit la plupart des campagnes peuvent facilement s'adapter avec d'autres systèmes comme Appel de Cthulhu ou Chronique oubliée Cthulhu ou autre. Voilà. Enfin, ça reste des campagnes, donc ça peut facilement s'adapter. Après, au niveau du coup du système de jeu Cthulhuac, que nous on intègre dans la campagne est faite pour ça. Le grand point fort de Cthulhuac, c'est que l'enquête doit toujours avancer. C'est-à-dire qu'il y a 2 ressources d'investigation qui sont le bagou et la torche. Le bagou, c'est pour discuter avec des gens, et la torche, c'est pour fouiller des lieux. Et le principe, c'est qu'on va avoir des ressources, donc ces 2 ressources, qui sont matérialisées par un niveau de dés. Donc ça peut être des 4, des 6, des 8, des 10, des 12. Donc par exemple, on va avoir des 10 en torche. On va fouiller dans un lieu pour essayer de trouver des indices. Et on ne peut pas rater ce test. C'est-à-dire qu'il n'y a pas j'ai raté mon test de perception, je trouve pas l'indice. Quoi qu'il arrive, on va trouver l'indice. Par contre, on lance le dé pour savoir si le dé baisse de niveau. C'est-à-dire qu'en fait, si on lance le dé, s'il fait 1 ou 2, le dé baisse d'un niveau. Donc de D10, il va passer à D8 ou de D8 à D6. Et le MJ peut aussi déclencher une péripétie ou une complication s'il est inspiré. Donc par exemple, on va fouiller un lieu, mais c'est un lieu qui est un peu en ruine. Et en fouillant, ok, on arrive à trouver un indice. Par contre, on tombe et on arrive dans un souterrain. Et voilà, ça va ouvrir d'autres aventures peut-être, et où on va se blesser. Donc c'est des choses qui vont faire des petits rebondissements, mais qui vont pas bloquer l'enquête. Et moi, ce que j'aime particulièrement dans les jeux, notamment Cthulhu, c'est l'enquête, l'investigation. Essayer de trouver des indices, essayer de les raccorder, essayer de comprendre qu'est-ce qui se trame derrière tout ça. Et c'est souvent ça le cas dans les scénarios Cthulhu quand même. Et du coup, ça nous a semblé vraiment très adapté à ce qu'on voulait faire et au type de campagne qu'on aime faire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a édité Cthulhuac et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne aussi, parce que globalement, c'est un système qui est léger et ça permet de jouer n'importe quelle campagne assez facilement avec quelques jetés de dés. Donc voilà, ça c'est sur le système Cthulhuac. Du coup, en termes de retour, vous avez quoi comme retour sur la gamme maintenant que ça fait quelques années, que le jeu est bien installé, qu'il a toute sa gamme et tout ça s'il y a autant de pledgers, j'imagine aussi qu'en plus de la qualité des bouquins, c'est que les gens doivent aimer quand même le système et les campagnes qui vont avec, j'imagine. Oui, vous aurez un public de collectionneurs purs, ce qui est possible aussi. Alors, en tout cas, c'est vrai que dans tous les cas, nous on aime bien les beaux livres, donc on fait quand même des objets qui sont assez collectionnables pour les gens qui aiment vraiment des beaux objets. C'est pour ça que dans tous les financements qu'on fait, quasiment, il y a un étui. Alors, bon, là, il n'est pas encore débloqué, on verra si on arrive à le faire, ça sera au-delà de 40 000 €. Mais potentiellement, on est en train de réfléchir à faire un étui. Dans tous les cas, donc outre le côté collection, parce que c'est quand même des jolis livres, il y a pas mal de gens qui jouent, on voit pas mal sur les forums ou sur Facebook ou autre, des gens qui conseillent Cthulhuac comme système de jeu parce que c'est fluide, rapide et facile à prendre en main, même pour des débutants. Voilà, il n'y a pas de liste de compétences très longue, et en jeu, en fait, le système s'oublie assez vite. C'est-à-dire qu'il y a une base, mais elle est assez simple et assez intuitive, donc c'est pas compliqué à prendre en main, c'est pas compliqué à manier pour le MJ ou même à adapter
avec des règles maison. Et sur les campagnes, en fait, ça dépend des campagnes. Globalement, l'affaire de Luz, on a de bons retours de gens, même si elle est épuisée maintenant, même si c'est une campagne qui est un peu old school parce qu'elle est vraiment plus axée. C'est une grosse campagne axée voyage, un peu aventure, un peu pulp. Elle est maintenant elle s'arrache un peu à prix d'or parce que du coup elle est épuisée. Mais on nous en parle un peu. Celle dont on parle le plus, c'est les encagés. On a un Discord. Ça a frappé très fort les encagés. Hein. On a un Discord 12 singes sur lequel il y a pas mal de discussions des encagés. D'ailleurs, je vous mets le lien du Discord. Voilà. Donc les engagés, on en entend pas mal parler. La ville en jaune aussi un peu. Là, il y a quelques vidéos, quelques actual plays qui se font en ce moment sur la ville en jaune. Et la lisière vient de sortir, donc il faut quand même le temps de l'ingurgiter avant. On a pas mal de retours aussi sur tout ce qui est rouge de la Ware. Même si c'est pas une campagne à proprement parler au début, c'était plus un setting. Mais il y a quand même 2 gros scénarios dedans. Et après, on a sorti une campagne écrite toujours par Benoît Tinost, dans un style inimitable Benoît Tinost, avec du polar noir, des choses horribles qui se passent. Voilà, c'est vraiment très particulier. Et là, j'ai joué à Maudit récemment et on retrouve les mêmes marqueurs typiques Benoît Tinost. Donc on a pas mal de retours aussi sur ça, sur Rouge de la Ware. Globalement, voilà, on est content parce que nous on publie à chaque fois des campagnes avec un angle particulier, un angle fort, et on est content parce que globalement ça a l'air de se ressentir et voilà, on publie pas en fait une énième campagne Cthulhu parce qu'on a beaucoup de propositions. On en reçoit vraiment beaucoup. Oui, j'imagine. On doit recevoir peut-être une proposition par mois de campagne et on peut pas tout accepter. Et vraiment, on les accepte que quand il y a un angle très singulier ou quelque chose d'un peu différent ou quelque chose sur lequel on n'est pas allé. Éviter le classique, tiens, partir en Égypte, l'Antarctique, lettre de l'oncle dans la voilà, c'est ça. légué. C'est ça. En fait, ça pourrait, mais il faut que derrière, il y ait un angle particulier. Là, dans section 13, la campagne de base est assez classique, c'est-à-dire que c'est on enquête sur un sorcier qui cherche à récupérer les composants d'un rituel pour invoquer Cthulhu. Donc ça, c'est classique à la base. Mais par-dessus ça, avec l'auteur, on a travaillé sur un aspect qui au début était au milieu de sa campagne, sur le fait agent secret. Le fait d'être des agents secrets qui sont missionnés, et du coup c'est un vrai jeu à mission avec un ordre dans les missions, une hiérarchie, du matériel, des gadgets qu'on va pouvoir débloquer, une responsabilité aussi sur ce qu'on fait puisque les succès qu'on va débloquer, ça va donner accès à des nouvelles lignes de crédit et on va pouvoir acheter soit de l'équipement, soit des améliorations du quartier général pour avoir une salle d'entraînement, une salle de psy pour pouvoir mieux récupérer la santé mentale. Donc voilà, donc section 13, la petite originalité, c'est ça, c'est vraiment le côté un peu gestion et un peu legacy, parce qu'il va y avoir des stickers à coller pour améliorer ses cartes de matériel. Donc voilà. Bon, avant de se plonger un peu plus dans ce qu'est section 13, je voulais revenir un petit peu encore une fois sur Cthulhuac, la gamme générale. On a parlé du succès avec les joueurs et tout, ça j'aime bien. Et d'un point de vue bassement commercial, voilà, pour parler très terre à terre, est-ce que ça marche suffisamment? J'imagine que oui, sinon vous vous acharneriez pas à dépenser, à fournir autant de travail et perdre autant d'heures de sommeil à produire du matos pareil. Oui, franchement, on est content parce que du coup, on a fait 4 impressions du livre de base Cthulhuac. C'est un de nos plus gros succès en termes de vente. Le reste des suppléments se vend plutôt bien. Les encagés aussi, ça a été épuisé, donc on en a réimprimé. Ah oui, ça a été épuisé quasiment de suite, ça. Ouais, donc on en a réimprimé assez vite.
Pour les suppléments, il y a certains aussi qui ont été épuisés. Il y a le Bestiaire qu'on a dû réimprimer. Il y a Wendigo aussi, qui est la suite de scénario. Pour la Vilain Jaune, il y a les Aventures Strasbourgeoises, qui sont un petit supplément qui est épuisé, qui est en cours de réimpression. Et il y a le pack du MJ qui pour l'instant est épuisé, qui est pas en cours de réimpression. Il faut qu'on voit comment on peut le réimprimer ou sous quelle forme. Donc oui, globalement, on est content parce qu'il y a une bonne dynamique sur les différents suppléments. Ce qui fonctionne le plus, c'est pas mal le Bestiaire et la Magie. C'est deux suppléments un peu emblématiques. Mais globalement, tout fonctionne assez bien. Donc on est content. Oh, une gamme pérenne, ça fait plaisir. Ouais. Voilà. Oui, globalement, la gamme, elle va être maintenue au maximum en boutique, c'est-à-dire qu'on va essayer de pas faire. Enfin, tous les suppléments qui ont été épuisés, on les a réimprimés. Là, c'est ce qu'on essaie de faire aussi sur tout. Enfin, sur tout ce qui est Dark Conquise. Et globalement, là, il y a une nouvelle édition de Cthulhu qui est en cours de finalisation. Et on a travaillé sur une rétrocompatibilité, c'est-à-dire que les suppléments qui existent sont toujours compatibles avec cette réédition. Donc même si elle apporte de nouvelles choses, des nouvelles capacités spéciales, des nouveaux sorts et une petite campagne, enfin une campagne tout court à l'intérieur, ça reste compatible avec l'ancien matériel. Donc on va pas jeter les anciens livres et les rééditer, ça reste les mêmes. Voilà, il y a juste des petites améliorations graphiques ou des petits changements, mais tout reste compatible. Ok, merci pour ces infos sur la gamme. Parce que c'est une gamme que j'aime tout particulièrement. J'aime bien Cthulhu, mais ça fait plaisir d'avoir quelque chose de. Tu as dit, une autre vision, une autre approche du Cthulhu classique. Parce que bon, quand on suit Cthulhu depuis la V4 et qu'on a globalement tout fait jouer, on a l'impression de maîtriser toujours littéralement le même scénario. Changer de fond vert en fait. Même scénario, ouais, mais dans le désert. Dans le. Qu'est-ce qu'elle me fait la caméra là? Elle bouge toute seule. Il y a un Shogot qui s'est caché derrière. Mais une petite anecdote justement sur les encagés. De base, les encagés, ça nous a été proposé parce que ça rentrait pas trop dans le moule de ce que faisait Chaosium ou Détour à l'époque, parce qu'on joue pas du tout des investigateurs. Là, comme on joue des gendarmes qui vont enquêter sur des agissements, qui vont découvrir des choses, on joue pas des investigateurs classiques, donc c'est ça aussi. Nous, Cthulhu, qu'on a essayé d'apporter un peu de fraîcheur, c'est-à-dire qu'on a des scénarios qui sont contemporains dans Cthulhu, dans plusieurs scénarios. Il y a des scénarios à différentes époques. Bon, ça, l'appel de Cthulhu l'avait déjà fait. Et là, dans Aventure Insolite, qui va sortir bientôt, avec Cthulhu V2, on a 3 scénarios particuliers qui vont encore repousser les limites, puisqu'on a un scénario qui permet de jouer des drones. Donc on va jouer des drones sur une station lunaire et il va leur arriver des bricoles. Donc vous verrez comment ça marche. Et Tristan nous a proposé un scénario où on joue des babouins, des singes. Donc on a dit on pouvait pas refuser cette proposition. Oui, c'est ça. Donc, alors ça, c'est original. Alors ça, je crois que j'ai jamais entendu ça. Ça s'appelait Aventures Insolites et du coup, ça sortira en même temps que Cthulhu V2. Donc, voilà. J'ai des images indicibles qui me viennent à l'esprit là. Il faut qu'on joue à ça. Obligé, on joue à tout ça. Voilà, on va faire un let's play là-dessus. Là, l'équipe d'Indescent qui joue à ça, vous allez voir, c'est incroyable. Vous n'êtes pas prêts. Ok. Du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur Section 13 en elle-même? Tu as parlé d'une campagne. Ouais. Donc, Section 13, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une campagne de 6 scénarios. On va jouer des membres du MI13, en fait. Il y a le MI5, le MI6, et on ne le connaît pas, mais il y a le MI13 qui est du coup la section des services secrets, pas du tout américains, britanniques, consacrée
à tout ce qui est occulte et maléfique et sorcellerie, etc. Et donc, on va jouer des membres de cette section, des agents qui vont partir en mission. Ils vont rapidement découvrir qu'il y a un sorcier qui essaye de faire un rite, et donc ils vont essayer de l'en empêcher. Donc c'est un scénario qui se passe dans plusieurs endroits du monde. On part vers le Caire, on va partir vers Arkham, on va partir aussi à Salem. Donc il y a un petit clin d'œil à la lisière à ce niveau. Et du coup, on va voyager, on va partir à la recherche de ce sorcier pour essayer de l'empêcher de réaliser ses sinistres plans. Et donc voilà, globalement, ça c'est le pitch de la campagne. Sachant que le QG, donc il y a un QG qui se passe qui est à Kensington, dans la banlieue de Londres, qui est un manoir d'une aristocrate, enfin d'une noble, Lady Wellington. Elle occupe le rez-de-chaussée d'un manoir, et la section 13 occupe le premier, le deuxième étage et un passage en sous-sol pour les rejoindre de manière secrète. Sachant que Madame Wellington est en réalité la dirigeante aussi de la section 13. Ah, ok. Donc c'était bizarre. T'invites des gens chez toi pour le thé, et hop, les types ils débarquent avec les dossiers et les armes à feu. Faites pas attention à nous, on va juste au sous-sol. C'est ça, donc elle est dans le coup, c'est vraiment la chef du truc, mais vu de l'extérieur, c'est juste un manoir qui accueille parfois des délégations, donc il n'y a rien de suspect. Et donc ce manoir au début est pas très aménagé, il y a pas mal de pièces vides, parce qu'au fur et à mesure de la campagne, on va pouvoir l'améliorer. C'est-à-dire que chaque scénario commence par un briefing de mission par l'agent supérieur des personnages, et dans ce briefing on va leur dire ben voilà, il a été vu telle chose à tel endroit, voilà les documents qu'on peut vous donner, les premiers rapports qu'on a, votre objectif de mission est dans l'ordre ça et ça, et un objectif secondaire si vous avez le temps, ces choses. Et donc après, pendant le jeu, les personnages vont faire des choses, plus ou moins discrètement, plus ou moins efficacement. Et à la fin, il y aura un débriefing avec l'agent, et ils vont devoir dire ok, ça s'est bien passé, ça on n'a pas réussi, voilà. Et c'est ces objectifs qu'on va noter en tant que joueur et en tant qu'MJ, qui vont donner des points de crédit, des points de ressources à utiliser pour après améliorer le manoir, aménager des pièces, améliorer l'équipement, voilà. Petit côté gestion qui me rappelle un petit peu Weizen, j'aime bien l'idée. Je sais pas si tu as testé. J'ai pas lu, non, j'ai pas testé Weizen. C'est pareil, en fait, il y a une histoire, on a l'idée d'un QG qui est un petit peu ruine et qu'on va améliorer au fur et à mesure pour obtenir divers bonus. Voilà. Moi j'aime bien. En fait, c'est un petit peu dans l'air du temps, parce que j'ai vu aussi d'autres jeux aux États-Unis qui aiment bien l'idée d'un QG à développer soi-même. J'aime bien, voilà. Donc, si tout le monde le fait, c'est qu'il y a quelque chose. On aime l'idée de pouvoir développer son QG. Voilà. Ouais, en fait, là, ça se prêtait bien au truc, parce que de base, en fait, l'auteur avait vraiment l'idée d'un QG et l'idée des objectifs de mission. Mais en fait, quand il nous avait proposé la campagne, les objectifs de mission, c'était juste des choses à remplir. Ça ne donnait rien de spécial. Et le quartier général, il était déterminé dès le début, et c'était tout, à peu près. Et en fait, on a dit, non, on va un peu le gamifier pour donner un intérêt ludique à réussir des missions, ajouter une implication des joueurs qui vont, dans tous les cas, un joueur il va essayer de réussir le scénario. Mais si tu lui donnes des motivations supplémentaires pour mieux réussir le scénario, pour être plus discret quand on lui dit que c'est optionnel, forcément, voilà, ça va aider à être plus impliqué, à faire plus attention. Et moi, en tant que joueur, en tout cas, je sais que ça me motiverait. Donc, mais oui, ça doit être dans l'air du temps, effectivement. Et puis le petit côté legacy avec les stickers, ça rajoute un petit côté matériel aussi. Ouais, c'est ça. En fait, moi j'avais adoré Pandémie Legacy 1, 2, 3, qui ont été des claques pour moi niveau jeu. Où là, je joue à Kingdom Rush aussi, où tu colles des petits stickers au fur et à mesure sur le jeu quand tu avances. Je trouve que c'est rigolo parce que ça personnalise aussi le jeu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté sympa à se dire ok, on prend telle amélioration, du coup on va sticker telle amélioration sur nos cartes
les cartes de matériel, cette pièce elle devient une bibliothèque, donc hop, on prend le sticker bibliothèque, on le colle sur le plan, et maintenant on a une bibliothèque, en plus ça rend le plan plus joli. Donc voilà, Maxime en fait a travaillé, donc c'est le graphiste et illustrateur sur ce jeu. Il a travaillé le plan du coup avec deux parallèles, avec le plan vide, et à côté les différentes zones qu'on va pouvoir sticker par-dessus pour les améliorer. Donc petit côté aménagement aussi, homestaging. Les Sims, tout. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, après, si jamais, par exemple, ça te donne des améliorations, je suppose qu'au fur et à mesure que tu avances dans la campagne, on va avoir de plus en plus d'enjeux. Donc, ça va t'aider. Ce que tu vas gagner va t'aider au fur et à mesure à progresser et donc à surmonter tout ça. C'est ça. En fait, par exemple, il y a un petit ajout dans cette campagne par rapport à Cthulhuac, c'est l'encombrement. Alors, c'est très léger comme système, c'est pas un système d'encombrement très lourd. C'est juste que chaque équipement a un score d'encombrement et chaque personnage sur sa fiche va avoir tant ou tant d'encombrement. Ça veut dire que ça lui donne un maximum de points d'équipement qu'il peut récupérer, qu'il peut porter avec lui. Donc au début des missions, les joueurs ils vont avoir l'objectif de mission, ils vont dire ok, on s'équipe avec moi je prends un fusil, je prends les lunettes, la longue vue, je prends des vêtements chauds parce qu'on va dans le désert, bref. Chacun va s'équiper et une des améliorations qu'on va pouvoir débloquer, ça va être de réduire l'encombrement par exemple de différents objets. Donc on va se dire ok, maintenant on peut un peu plus se staffer, on peut un peu plus prendre de choses avec nous parce qu'elles sont plus légères. Il y a des armes qui vont augmenter les dégâts, on va pouvoir augmenter la portée aussi de certaines armes. Il y a certains objets qui vont pouvoir devenir submersibles alors qu'avant si tu les plonges, c'est fini. Et il y a certains scénarios où il peut y avoir de l'eau, on peut tomber à l'eau ou on peut enquêter sous l'eau ou des choses comme ça. Donc oui, il y a des choses qui vont vraiment être utiles en jeu au fur et à mesure, et il y aura des petites allusions des fois dans les scénarios, avec si les personnages ont pensé à prendre tel gadget, ils peuvent l'utiliser, ça peut leur faciliter la tâche par exemple. Ok, ça marche. On parle de la campagne et tout. Du coup, est-ce qu'on peut avoir les grandes lignes de l'ambiance? Dans quel type d'ambiance? Parce que on parlait d'agent secret, mais est-ce qu'on est sur de l'agent secret ultra sérieux, on fait pas de vagues, ou on est sur quelque chose d'un petit peu plus pas la OSS 117, faut pas déconner, mais tu vois ce que je veux dire, il y a une marge entre. Alors en fait, c'est une campagne de base, c'est très axé sur l'enquête. Donc on va essayer de chercher des indices, on va essayer de résoudre des mystères. Il y a quand même un côté assez sombre, il y a des agents qui sont morts, on essaie de trouver pourquoi. Il y a des enjeux assez forts, il y a des moments assez sombres et ça peut être périlleux. Après, par le côté équipement et le côté agent secret, ça apporte un peu de légèreté et des fois un côté un peu pulp. Mais il faut faire attention et pas se croire invincible, parce que malgré tout, même avec de l'équipement, confronté à certaines choses, on n'est pas grand-chose. Ouais. Donc disons que c'est pas une ambiance à la James Bond quand même. Oui, pourtant ça me fait on y pense de suite parce que agent secret, agence britannique, QG, équipement. J'ai le thème de James Bond en tête, là. Bon, avec des tentacules qui se rapprochent, voilà. Mais... Après, on est qu'en 1927 aussi. Donc oui, on remet, donc pas de stylo qui explose et pas de lance-missile dans la voiture, certes. Mais... C'est ça. Mais en fait, il y a des petites touches d'humour des fois, il y a des petits clins d'œil. Le chef des personnages va s'appeler Holmes, par exemple, il s'appelle Jason Holmes. C'est un petit clin d'œil à Sherlock. Mais ça reste quand même une campagne assez sérieuse. Et parfois assez sombre. Mais en fait, c'est de l'aventure. C'est de l'aventure, de l'enquête. Et voilà. Ok. Tu disais qu'il y avait des clins d'œil avec les autres campagnes d'avant. Est-ce qu'on va retrouver par exemple des PNJ, des choses comme ça? Alors du coup, il y a deux choses principales, notamment il y a un clin d'œil à la lisière.
C'est-à-dire qu'on va se retrouver confronté à des personnages qui sont en lien avec certains scénarios de la lisière. Je ne spoilerai pas, mais voilà, il y a des liens. En fait, l'auteur de base avait fait un scénario qui se passait à Salem. Comme lui, il a écrit pendant que la lisière était en cours de finalisation, on lui a dit attention, il faut que ça soit raccord parce que globalement, on essaie de faire en sorte que chaque campagne, pour nous, tout se joue dans un même univers. Donc, c'est-à-dire que tout doit être cohérent d'une campagne à l'autre. Même si souvent il n'y a pas de lien, mais quand il y en a, ou quand ça se passe à la même époque ou dans la même ville, il ne faut pas qu'on voit des choses contradictoires d'une campagne à l'autre. Donc du coup là, c'est l'auteur Christophe Bierno s'est rapproché de Maxime, qui est l'auteur de La Lisière. Ils ont pas mal échangé sur comment ils pouvaient accorder leur violon l'un à l'autre. Enfin, c'est surtout Christophe, du coup, qui, comme il est arrivé en deuxième, a dû s'accorder au texte de La Lisière qui était en finalisation. Mais du coup, voilà, il y a un lien avec La Lisière, même s'il n'y a pas besoin de jouer La Lisière pour comprendre. Hein, c'est juste des clins d'œil et voilà. Et il y a aussi un petit lien avec la campagne qui va être dans le livre de base de Cthulhuac. La campagne qui s'appelle Les Secrets de Milo. C'est une campagne qui va être en 3 scénarios, qui va faire dans les 90 pages à peu près, avec des aides de jeu aussi, avec des aventures un peu partout. Et en fait, dans Les Secrets de Milo, il y a un scénario durant lequel on va pouvoir croiser 2 agents anglais, enfin 2 personnages qui officiellement ne sont pas du tout des agents anglais, mais en réalité, c'est bien, un des 2 se retrouve dans la campagne section 13. On explique pourquoi dans la campagne du livre de base Cthulhuac. Et dans section 13, on explique ce qui est arrivé à l'autre agent aussi. Voilà, donc il y a un petit lien. Maintenant, on est pareil, on n'est pas obligé d'avoir lu la campagne pour le comprendre. C'est juste que si on est fan de la gamme et qu'on a tout lu, ça va faire des petits liens comme ça où on va se dire ah ouais, c'est rigolo, c'est le même personnage. Ça fait une vraie trame qui se développe sur toute la gamme. C'est ça. Voilà, exactement. Ça fait disons que ça donne un tout cohérent et sans que ça soit étouffant, parce qu'on n'a pas besoin, on veut pas que tout soit vraiment imbriqué très fortement. On veut pas faire du Marvel où des fois c'est un peu compliqué de suivre si t'as pas vu le truc d'avant. Là, globalement, tu peux jouer La Lisière, tu peux jouer la nouvelle campagne section 13 sans avoir joué La Lisière, ça pose aucun problème. C'est pas la même ambiance, mais c'est cohérent l'un avec l'autre et il y a des petits clins d'œil, quoi. Ok. Du coup, on parlait d'agents secrets, d'agences secrètes et tout. Bon, on va pas forcément comparer à Delta Green parce que j'imagine qu'on a dû vous en parler 1 million de fois sur la comparaison entre les deux parce qu'on parle d'agences secrets dans les deux. Mais on parle, du coup, si c'est une agence britannique d'agents secrets, est-ce que ça va se limiter au territoire britannique, alors que après on parle en 1927, donc territoire britannique, c'est quand même un tiers du globe à ce moment-là. Donc, mais on est vraiment en Grande-Bretagne où on va compter l'extérieur, voire d'autres pays, c'est-à-dire en mode, on n'est pas vraiment sur le sol britannique. Hein. Globalement, la campagne elle va bouger un peu partout. Il y a certains scénarios qui se passent vraiment en Angleterre. Il y a un scénario qui va peut-être, donc là il a été débloqué, qui va se passer au Mont Saint-Michel. Qui sera un scénario bonus. Donc on peut le jouer ou pas le jouer, on peut même le jouer en dehors de section 13 comme un scénario one shot à côté. Et après on va, comme je disais, on va se balader jusqu'à la ville de Salem aux États-Unis. On va aller à Arkham aussi. On va aller jusqu'au Caire. Donc il y a quelques destinations un peu exotiques qui vont faire voyager. On va pas aux 4 coins du monde, mais on reste pas vraiment cantonné à tout ce qui est britannique. Ok. Et puis petite question, après je te laisse la main. On parle d'agences qui apparemment consacrées sur le surnaturel. Alors, quand tu dis qu'elle est consacrée au surnaturel, est-ce qu'ils savent que le surnaturel existe et on enquête légèrement en mode une sorte d'X-Files, en mode ouais, on pense qu'il y a quelque chose et on va voir un petit peu ce qui se passe, ou on est en mode
bon, les gars, on a repéré un Shogot sur telle rue, sortez la dynamite et le canon 88, on va régler le problème. Il y a des gens qui ont vu des choses par le passé, ils savent très bien qu'il y a du surnaturel qui existe, et eux, ils sont vraiment en mode il y a un sorcier, il faut l'en empêcher, quoi. Voilà. Après, certains ont mal fini, comme du coup l'agent qui se retrouve dans la campagne du livre de base de Cthulhuac et qui se retrouve dans la section 13. Lui, bon, il est plus très en forme et il a plus trop envie de faire de mission de terrain. Mais oui, globalement, ils savent bien qu'il y a des choses surnaturelles et ils n'hésitent pas à y aller, à s'armer pour et à enquêter. C'est pas juste feutré, quoi. Vous n'êtes pas tombé dans le syndrome de Scully, quoi. Non, c'est ça. Exactement. Ok. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est une campagne qui se dirige, du coup, qui s'adresse à des gens qui connaissent déjà un peu l'appel de Cthulhu, qui, du coup, ont déjà joué pas mal de fois, connaissent le surnaturel et qui n'ont pas forcément envie de dire « Je vais recommencer, je vais jouer un perso qui doit redécouvrir tout depuis le début. » En mode « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» Oui, ça peut, hein, parce que là, ça prendra pas trop de gants avec avec les gens. Il y aura, disons que plus on va aller vers la campagne, plus il y a des choses importantes qui vont se passer, ou grandioses ou autres, ou carrément vraiment purement magiques qui vont arriver. Mais oui, ça peut s'adresser à des gens qui ont déjà pas mal vu et qui en plus vont pouvoir dire ok, on va s'équiper comme ça, on va prendre telle amélioration, on va prendre le psy dès le début parce qu'on en aura besoin. Il faut le faire dans toutes les tables. Hein. Au bout d'un moment, vous faites votre première partie de Cthulhu, peu importe le système, le psy, votre meilleur ami. De toute façon, on va sûrement le proposer vraiment, fortement le recommander pour donner un exemple de comment fonctionne l'amélioration du QG. On va dire, on vous propose, pas à pas, voilà comment ça marche pour si les gens prennent la psychanalyse en premier. Et après, comme ça, les gens peuvent faire leurs améliorations au fur et à mesure. Mais on va sûrement faire un espèce de tuto en mode si, comme on vous le conseille, vous voulez prendre le bureau du psychanalyste en premier, voilà comment ça se passe. Cochez une case là, détacher les stickers, etc. Ok. Puis, dernière question après, voilà, j'arrête de poser mes questions. Mais du coup, cette campagne, est-ce qu'on c'est des persos qu'on va faire nous-mêmes ou est-ce qu'on est sur des pré-tirés ou des semi-pré-tirés? Alors, du coup, on va être sur des pré-tirés. En fait, ça va être des personnages pré-tirés qui auront une grille d'amélioration qui est spécifique à chacun. Donc, chacun va pouvoir s'orienter. Il y aura quand même de la liberté au sein de chaque pré-tiré, mais donc c'est là qu'il y aura la personnalisation. Mais globalement, il y a vraiment 6 pré-tirés définis. Et d'ailleurs, dans le pack des aides de jeu, il y aura 6 livrets de personnages qui vont faire au moins 12 pages en petit format, qui contiendra le résumé des règles et aussi le background du personnage, ses améliorations possibles, son équipement. Pourquoi il y a 6 pré-tirés spécifiques? Parce que ils vont être utiles dans la campagne à certains moments. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que l'auteur a fait en sorte que chaque pré-tiré, à certains moments, vraiment, il ait une importance. Parce que un tel, il est né, par exemple, au Caire, donc quand on va aller au Caire, il va connaître certaines personnes, ou il va reconnaître certains lieux juste avec une photo, alors que les autres vont devoir faire des recherches. Ou tel personnage, il rencontre un ami qu'il a déjà vu lors d'un voyage en bateau, donc il va pouvoir se lier avec lui plus facilement et avoir des informations. Voilà, chaque personnage va avoir des petits moments comme ça qui vont le mettre en lumière et c'est pour ça qu'il y a des pré-tirés. Ils sont vraiment utiles d'une certaine manière à certains moments. Sachant qu'on peut ne pas... c'est aussi prévu pour que tout soit jouable sans les pré-tirés. Donc, vous pouvez aussi faire vos propres personnages, mais juste, nous, ça ne sera pas prévu dans le système de jeu. Et l'auteur aussi conseille certains pré-tirés selon le nombre de joueurs. C'est-à-dire qu'il va dire à 2 joueurs, si vous jouez à 2 joueurs un MJ, on vous conseille ces 2 pré-tirés. Si vous jouez à 3 ou 4, vous pouvez prendre une combinaison parmi ces 4 pré-tirés. Et si vous jouez à 5 ou plus, prenez n'importe qui, ça sera équilibré. Ok. Donc voilà. Vas-y, je te laisse la main, vas-y. Non, mais moi je suis très jeu. Alors, le côté stickers me plaît beaucoup, mais il y avait aussi les cartes. Tu parlais de cartes aussi. Ah oui.
Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Ouais, donc en fait alors à la base on n'avait pas prévu de faire des cartes et en fait en discutant entre nous on s'est dit que ça serait quand même plus sympa. Au début on voulait faire peut-être des feuilles cartonnées qu'on puisse, qui soient prédécoupées, mais au final le rendu est moins bien pour des choses qu'on va manipuler. Là en fait on s'est dit on est des agents secrets, on va aller en mission et au début on va choisir son équipement. Donc c'est quand même cool si on peut dire ok, je prends le fusil, je prends l'armure légère, je prends aussi le parfum qui contient du chloroforme et du coup tout ça me fait mon petit deck avec mon équipement spécial de mission. Donc on l'a vraiment matérialisé sous forme de cartes. Il y a 55 cartes, sachant qu'il y en a certaines qui sont en plusieurs exemplaires. Puisqu'en gros, on va dire, voilà, l'agence pour vous, pour votre groupe, vous avez droit à tant de revolvers, tant de fusils, tant de tel équipement. Donc voilà, il y a une liste limitée. Et du coup, c'est aux joueurs de choisir. Et donc l'avantage, c'est que chacun va pouvoir prendre son pistolet, par exemple, si chacun prend un pistolet, plutôt qu'avoir une carte de référence pistolet qui en fait, ah ouais, mais moi j'en ai un aussi, attends, passe-moi la carte. Là, au moins, chaque joueur, il a vraiment son équipement devant lui et même en jeu, tu peux dire, ok, tiens, je te file le fusil parce que tu t'en vas en mission de reconnaissance et ça peut barder. Ou alors, attends, moi j'ai des vêtements de camouflage, je te les donne et comme ça tu peux te récupérer. Donc voilà, ça sert à ça. Ça va servir vraiment à matérialiser chaque élément d'équipement. Et sachant qu'il y a certains équipements qui sont pas disponibles dès le début. Donc en fait, dans le livre, on va expliquer quelles cartes sont là dès le début, lesquelles il faut mettre de côté. Donc en débloquant certains lieux, on va pouvoir acheter de nouveaux équipements, parce qu'on va pouvoir avoir un laboratoire et un atelier, et chacun va pouvoir débloquer des nouvelles choses. Donc les joueurs vont pouvoir dépenser des crédits pour acheter pour mettre à disposition de nouveaux éléments. Et il y a le côté stickers aussi sur les cartes, puisqu'ils vont pouvoir améliorer certaines choses. Par exemple, comme je disais, ils vont pouvoir améliorer la miniaturisation des objets et du coup avoir certains objets qui sont un peu moins lourds, donc qui ont un peu moins d'encombrement, donc ils sont plus légers. On va pouvoir augmenter la portée de certaines armes. Il y a des objets où on va pouvoir un peu changer leur fonctionnalité, enfin leur fonction, c'est-à-dire que il y a par exemple, on va pouvoir au début, il me semble qu'on a par exemple un appareil photo classique où il va falloir le développer, ça prend plusieurs jours, il va falloir être dans une chambre noire et au bout d'un moment, on va pouvoir débloquer un appareil photo amélioré où on va pouvoir faire des clichés instantanés. C'est un peu révolutionnaire, c'est une technologie de pointe ultra secrète et on va pouvoir avoir des clichés beaucoup plus rapidement. Voilà, c'est des petits trucs comme ça qu'on va pouvoir améliorer et donc on aura la matérialisation par des cartes. Et on aura les stickers qui vont pouvoir modifier ces cartes au fur et à mesure et on aura vraiment un peu son build d'équipe au fur et à mesure. Rassure-moi, c'est pas comme un Legacy où on déchire les cartes quand l'équipement est foutu. Non, on n'obligera pas. Je ne peux pas déchirer une carte, j'y arrive pas. On n'obligera pas à déchirer les cartes, promis. T'as d'autres questions? Non. Non, j'ai fait un petit aparté pour annoncer le score. On est toujours à 0-0. Oui, j'ai vu. Oui, pour ceux qui suivent, on est toujours à 0-0. Voilà, vous avez vu, on a des professionnels. On fait 1000 choses en même temps. Voilà. Là, pendant que je vous parle, moi, j'ai fait tomber ma gourde. Là, j'en ai plein par terre, mais c'est pas grave. Ça maintient les pieds au frais. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Ça te fait une climatisation, en fait. Tout à fait, tout à fait. Vous ne voyez pas, mais voilà. Exactement, je patauge. Bref. Par contre, une question sur la campagne, sur sa structure et tout. Est-ce qu'on est sur une campagne, je ne vais pas dire dirigiste, mais tu vois ce que je veux dire, un peu plus linéaire dans le sens où il y a un cheminement qui est défini. Scénario 1, c'est là, puis le 2, puis le 3, où on fait un peu ce qu'on veut et c'est un peu bac à sable. Alors du coup, sur les campagnes précédentes, on a eu les engagés qui étaient très libres, la Vilain Jaune qui était un peu plus structurée avec 3 grands actes, même si au milieu c'était assez libre, la Lisière qui au début est assez
linéaire et ensuite il y a des branches un peu qui s'ouvrent et il y a des intrigues transverses qui se mêlent. Là, en fait, on a voulu revenir à un truc d'un peu plus simple à gérer, ce qui fait que les 6 scénarios s'enchaînent les uns après les autres. C'est vraiment très linéaire au niveau de la structure globale de la campagne. Donc il y a mission 1, mission 2, mission 3, jusqu'à la mission 6. Avec potentiellement, selon les paliers débloqués, des missions qui peuvent s'intercaler au milieu, comme celle du Mont-Saint-Michel, dont j'ai parlé. Mais là, on voulait vraiment que ça soit dans un certain ordre. Comme ça, c'est plus facile à mener aussi pour un MJ. C'est-à-dire que ça peut s'adresser à des gens qui ont moins l'habitude de mener ou qui ont peur des campagnes un peu intimidantes. Là, au final, tu lis le premier scénario et tu peux le jouer et t'as pas besoin de connaître tous les enjeux de toute la suite. Par contre, au sein des scénarios, c'est beaucoup moins linéaire. C'est-à-dire que c'est pas mal d'enquêtes, donc il y a pas mal de scénarios où t'as des pistes, t'as 2-3 pistes à explorer, t'y vas, ça te déclenche des nouvelles choses, voilà. C'est pas scène 1, scène 2, scène 3, scène 4. Voilà. Au final, le côté linéaire de la campagne, il se fait assez vite oublier parce que on a d'un côté quelque chose de pas linéaire à l'intérieur. Et en plus, on a le côté objectif à réaliser, secondaires ou principaux, qui font que en fait, tu oublies assez vite qu'au final, tu vas après faire un deuxième scénario qui est forcément prévu. Parce que tout ce que tu as fait dans ton premier scénario, il peut pas mal changer les objectifs que tu as réussi, les informations que tu as obtenues, etc. Ok, c'est exactement ce que je voulais savoir. Merci beaucoup pour ces infos. Alors, on a parlé de la campagne, on a parlé de tout ce qu'il va y avoir, de ses particularités. On va peut-être jeter un petit coup d'œil quand même sur ce financement, parce que bon, c'est bien de parler d'une campagne, c'est bien de voir aussi où on en est là-dessus. Donc, petit partage d'écran, voilà, on va faire ça bien. On rappelle qu'on est encore en plein milieu du financement et qu'il reste, il reste encore quelques jours, les gens. Ouais, c'est jusqu'à jeudi prochain, 23h. Donc il reste un peu moins d'une semaine. Voilà, vous avez entendu le monsieur. Donc, déjà, ça, on est déjà, voilà, niveau montant, voilà, donc 246 souscripteurs à l'heure où je vous parle, avec déjà plus de 33 000 € de levée, soit 444% du score. C'est bien. C'est bien les chiffres comme ça. C'est rigolo. Donc, il reste 6 jours. Donc, je fais vite un petit tour pour que les gens découvrent un petit peu les différents pledges, les différentes contreparties auxquelles on a accès. Donc, vous avez fait un pack tout numérique. C'est bien ça, pour ceux qui... D'ailleurs, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? Voilà, je vois qu'il y en a 12, mais est-ce qu'à côté, le full numérique, les gros packs numériques, ça marche ou pas? Ou ça reste encore assez minoritaire? C'est quand même assez minoritaire. Donc, après, on a des... En fait, après, nos packs numériques sont en vente plus tard sur Game on Tabletop, Game on Tabletop sur le marketplace. Ça reste assez minoritaire. Mais du coup, nous, on pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont contents avec vraiment que du numérique. Donc, on continue à proposer du numérique. Et là, notamment, il y aura aussi un pack Foundry qui est en option. Donc, d'ailleurs, on le mettra peut-être en fait en contrepartie tout court. On continue à promouvoir tout ce qui est numérique, à faire des vrais packs numériques qui ne sont pas que des PDF avec toutes les aides de jeu qui vont être triées, toutes les illustrations qui sont triées à part, toutes les photos. Donc si on veut mettre des backgrounds sur Roll20, sur Let's Roll ou sur Foundry, on peut aussi. Et il y a aussi tous les tokens, c'est-à-dire on fait tous les jetons de PNJ et de PJ qui sont sous forme de jetons pour les plateformes numériques. Donc voilà, nous on continue à promouvoir ça. Après là en fait le truc c'est que tous les gens qui pledgent à partir d'agents, ils ont aussi le pack numérique. Oui. Donc il y a peut-être des gens qui prennent aussi le physique et qui sont en réalité très intéressés par le numérique, ça on peut pas vraiment savoir. Mais, voilà, parce que moi c'est que ça m'arrive aussi de pledger maintenant en full numérique et de prendre plus tard le physique parce que là derrière moi j'ai plus de place, par exemple. Il y a des moments où le temps que j'achète une nouvelle bibliothèque, je me contenterai du PDF et puis après je prendrai plus tard en boutique. Bon. Ah ouais. Ensuite, nous avons donc 49 €, le livre, donc là on est sur la campagne avec le pack numérique. Ensuite... Alors attention, petite spoiler alerte sur le contenu à gauche.
si on a l'intention d'être joueur, faut pas lire cette Ah oui. partie-là. Ne lisez Ouais. pas, ne lisez pas, ne lisez pas. Voilà. Ça, c'est vraiment, ça, c'est le livre de base. Ouais, on va Et du avancer. coup, Voilà, on a avancé, vous avez vu? après, Nickel. au-dessus, t'as des visuels de l'intérieur aussi. Oui, voilà, voilà, regardez, Sans spoiler. on a avancé. Voilà. Voilà. Donc, pack agent, voilà. Ensuite, pack espion, donc l'écran, le guide de l'agence et la section 13. Donc, quid du guide de l'agence? Alors, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que le guide de l'agence? Donc, le guide de l'agence, ça va être un livret de 16 ou 32 pages, on ne sait pas exactement encore. En fait, l'idée, c'est d'avoir pour les joueurs un petit guide qui va présenter les différents PNJ de l'agence. Parce que le MJ va les raconter, mais si tu les as en livret, que tu peux te les passer, c'est encore mieux. Tu vois leur historique, tu vois un peu qui c'est. Il y aura aussi tout l'équipement qui sera indiqué là. C'est-à-dire que si tu veux pas, en fait, si tu peux pas avoir les decks de cartes parce que ça a un coût, ou que t'as pas les stickers, etc. Dans le guide, tu auras quand même noté toutes les améliorations possibles, tout ce que tu peux acheter comme matériel, etc. Donc c'est vraiment un guide qui est pour les joueurs. C'est prévu en fait pour écrire dessus, pour noter des choses et au fur et à mesure cocher les choses que tu as prises, indiquer les objectifs réussis. C'est vraiment un guide, un outil de jeu, quoi. Ok. Et en boutique, ça sera livré avec l'écran. Ce sera un pack écran plus guide. Et donc, globalement, ça, c'est un peu le minimum vital si tu veux jouer à table Confortablement. avec des vrais joueurs confortablement. Voilà. D'accord. Ensuite, bon, la contrepartie directe, donc ça, c'était la version Early Bird, mais bon. Ouais, du coup, Voilà. Early Bird ou la elle est version. plus disponible. Donc, on va passer directement à celle-ci. Ouais. Donc là, on a. Attention. La campagne, l'écran, le guide de l'agence, les aides de jeu, le poster du QG, les stickers, les 6 dossiers PJ, le pack numérique et le deck matériel mission. Voilà, c'est ça. Là, il y a tout le matos. Donc là, on voit les 6 livrets à droite du guide de l'agence. Les cartes, elles sont entre les 2 livres. Donc c'est un deck de 55 cartes qui sont illustrées d'ailleurs. C'est pas juste du texte. À gauche, c'est un pack d'aides de jeu. À droite, c'est une partie du plan de l'agence et au milieu, c'est le plan de l'agence en couleur. Ok. En fait, en réalité, le plan de droite, ça va être un plan de situation qui va être un peu plus petit que le vrai plan, qui va montrer en fait les 2 étages du manoir plus le sous-sol, et qui montre aussi un plan avec globalement la propriété, comment ça se situe, comment on rentre dans l'agence, parce qu'il y a un petit souterrain secret, tout ça. Donc ça, c'est plus pour le fun et pour montrer un peu comment ça marche, enfin comment on va dans l'agence. Et le plan du milieu, c'est vraiment lui qui va être utilisé. C'est pour ça qu'il est tout en couleur et c'est là qu'on va sticker les choses, les améliorations. Et les stickers, du coup, on voit les 2 planches de stickers en bas. Alors c'est que du prototype parce que c'est pas du tout finalisé encore, mais on a bien avancé quand même dessus. Mais faut encore qu'on voit pour équilibrer tout ça selon tout ce qui est débloqué. Mais voilà, du coup, ça ressemblera globalement à ça. Sachant que les aides de jeu, il y aura entre 40 et 60 pages d'aides de jeu. Donc c'est costaud, c'est à peu près comme les encagés. Ça représente l'équivalent, comme c'est des pages qui sont que recto, c'est l'équivalent d'un livre de 80 à 120 pages, quoi. Donc c'est pas mal de matos. Il y aura des plans, des facsimilés de lettres, des rapports, des dossiers de mission, des choses comme ça. D'ailleurs, question également, je vois l'écran là, j'en ai pas parlé, mais est-ce que c'est l'illustration définitive? Oui, du coup, ça sera globalement, on a voulu jouer sur un travail un peu graphique comme pour la lisière, avec au milieu c'est le logo de l'agence, avec la couronne britannique, et au milieu, c'est la monade de John Dee. C'est un symbole alchimique spécifique de John Dee et qui peut-être a été fondateur de l'agence, on ne sait pas. Ça faudra lire le livre. Et après sur les côtés, en fait il y a des photos, des rapports de mission, des choses à noter. C'est pour donner un côté un peu, on est en plein travail, on est sur notre bureau et on note des choses. Donc voilà. Pour ceux qui voudraient un peu plus voir sur Game on Tabletop, en fait, vous avez une section tout en haut, vous avez projet, vous avez product previews et vous avez les alertes.
Et donc Product Previews permet de voir en détail les cartes, les aides de jeu, la maquette un petit peu. Donc voilà, tu peux Ouais, voir c'est un ça. petit peu plus ce que c'est. Ouais, en fait, dedans, vous avez vraiment la description du contenu de chaque élément. Donc ça, c'est le pack du MJ, avec des exemples d'aides de jeu, des choses comme ça. Sachant que du coup, les aides de jeu seront dans une pochette cartonnée. C'est pas des feuilles volantes juste laissées comme ça en vrac. Ça a été débloqué en palier parce que en vrai, on dirait pas, mais c'est très cher à produire. Oui. Parce que c'est l'équivalent d'un livre quasiment. Parce qu'en fait, c'est pas du tout classique comme format. C'est un truc avec des rabats, donc faut faire une opération manuelle, donc c'est pas du tout automatisé dans des chaînes de production. Sachant qu'on imprime en Europe et pas en Chine aussi, donc tout ça fait un coût qui est important. Et sur Dark Monkeys, on veut pas imprimer en Chine pour diverses raisons. Mais du coup, voilà, tout ça, ça a un coût. Et du coup, maintenant, la pochette de jeu, elle est offerte avec la pochette qui contient les aides de jeu est rajoutée à tous les packs. Enfin, à tous les packs qui ont les aides de jeu. Donc, c'est un petit plus qualitatif qui est sympa, qui permet de ranger les aides de jeu. Pour pas que ça vole partout. Parfait. Je repasse, on ne spoil pas. Voilà, de toute façon, on a vu d'autres illustrations du matériel. Voilà, il est là. Après, je vois qu'il y avait aussi un pack boutique. Oui. Je disais en off, très bien, parce que faut les soutenir. Les pauvres petites boutiques ont du mal en ce moment, qui galèrent. Oui. Donc, au nom des boutiques, je vous remercie. C'est ça. Voilà. Et puis après, bon, les différents objectifs, donc il y en a déjà pas mal qui sont tombés, hein, voilà. Et du coup, les 2 prochains sur la liste. Ouais, donc on a un scénario à Londres en PDF pour tous les souscripteurs à 35K et à 40K, les 2 scénarios PDF. Donc c'était celui-ci et un autre. C'est celui à Objectif 4. Objectif 4, voilà, au Mont-Saint-Michel. Donc au Mont, voilà, qui seront dans un livre couverture rigide disponible en option. C'est ça. Voilà, il sera disponible en option et on nous a pas mal demandé de l'imprimer. C'est vrai que c'est possible, mais en option, parce que comme je disais, on imprime en Europe, donc on peut pas. C'est quand même une grosse dépense, donc on peut pas l'offrir à tout le monde. Après, si ça se déroule assez tôt, on a peut-être d'autres petites surprises après, on verra, qui devraient être sympas aussi. Et puis, ce supplément, s'il était en couverture rigide, on le retrouvera en boutique après ou pas? Oui, mais peut-être pas au même prix. Donc on ne sait pas exactement voilà. encore. Ça sera peut-être plus cher ensuite en boutique. Ça dépendra du nombre d'impressions qu'on fait. Bon, alors, vous avez compris, vous pledgez, vous n'avez pas le choix. Allez-y les gens, je compte sur vous. Donc voilà, après, les options pour ceux qui vont reprendre. Donc voilà, ça c'était... Par exemple, au hasard, si tu as vécu dans une caverne pendant 5 ans et que tu as raté le début, eh ben, tu peux en option reprendre à peu près le livre de règles Toulouac. Oui, tu peux prendre le livre de règles Toulouac. Sachant que, en fait, donc la V2 du coup ou le... Oui, ça sera la V2, ouais. Ça sera la V2. De toute façon, section 13 au niveau de la livraison, c'est prévu au premier semestre 2025. Donc c'est dans à peu près moins d'un an, normalement. Puisque tous les textes quasiment sont terminés. Niveau graphisme, globalement le gabarit est terminé. Après, ce qui prend du temps surtout, c'est la création des aides de jeu. Ça prend plusieurs semaines de travail. Là, on a aussi un peu d'équilibrage à faire sur tout ce qui est matériel, sur les cartes matérielles, voilà. Mais globalement, on n'a pas trop d'incertitudes. C'est un projet qui est plus petit, plus maîtrisé c'est plus petit par exemple que La Lisière, qui était un gros livre, qui était 2 gros livres plus beaucoup de matos. C'est un peu comme La Vilain Jaune. La Vilain Jaune, voilà, ça a été livré dans les temps. Donc du coup, la livraison, ça sera au premier semestre 2025. Et si vous prenez en option Toulouac réédition, du coup, ça sera livré en même temps, puisqu'à ce moment-là, ça sera imprimé.
puisque la réédition de Cthulhuac est prévue pour la fin de l'année. Là, actuellement, on a une première version en PDF qui est disponible juste pour nous, pour la relecture. Dès qu'on en est satisfait, on va la mettre à disposition des souscripteurs, puisqu'il y a eu un financement participatif pour ça. Mais voilà. Du coup, si vous prenez en option là le livre de règles, vous l'aurez avec section 13, la nouvelle version. Okay. Parfait. Et voilà, de toute façon, je pose toujours des questions après coup, parce que j'aime bien avoir un train de retard sur ce qu'on dit. On a parlé de la campagne, on a parlé un petit peu des auteurs et tout. Il y a qui travaille dessus? C'est qui Alors, plusieurs illustrateurs, par exemple, parce que j'ai vu que niveau illustration, vous êtes assez généreux. Ouais. Sur le coup. Alors, du coup, au niveau du travail dessus, il y a donc l'auteur, c'est Christophe Bernot. Qui n'est pas connu particulièrement dans le monde de l'édition rôliste, mais qui écrit des textes très chouettes, des scénarios très chouettes aussi. Donc lui, c'est l'auteur de la campagne et des 2 scénarios bonus, donc il écrit tout. Ensuite, moi, j'ai travaillé plus sur tout ce qui était côté équipement, game design, des évolutions, un peu équilibrage, ou un peu quel type d'objet on pouvait avoir qui serait sympa, et le côté amélioration du QG. Et tout ça, je l'ai fait avec Christophe aussi. Et ensuite, au niveau de tout ce qui est graphisme et illustration, c'est Maxime Place qui fait ça. Donc c'est lui qui illustre toutes les couvertures, qui fait tout le travail sur l'écran, sur la mise en page intérieure. C'est lui qui va faire toutes les aides de jeu. Donc globalement, ce sera le même type d'aide de jeu, enfin la même qualité que pour la lisière, les encagés. Voilà, des trucs assez immersifs, que ce soit au niveau des plans ou des facsimilés de lettres, de rapports, d'ordres de mission. On veut vraiment que ça donne envie quand on reçoit ça de se plonger dedans, de lire, de déchiffrer. Donc voilà l'équipe. C'est une équipe assez resserrée au final. Oui, quand même, pour un projet aussi ambitieux, c'est... Ouais, en fait, ça doit faire 2 ans, je pense, qu'on travaille dessus, peut-être. Ah oui, en même temps, oui, c'est le temps qu'il faut... En fait, l'auteur nous a envoyé les premiers textes il y a un moment déjà, et donc au début tout n'était pas rédigé. Ensuite, on l'a accompagné pour l'édition au fur et à mesure. Là, il y a encore un peu de travail d'édition à faire pour coordonner certaines choses, mais globalement, c'est une équipe assez resserrée, donc il y a peu de risques de décalage de date. Et c'est un projet qui est un peu moins ambitieux que la lisière aussi en termes de volume. Parce que là, ça sera quand même un livre de 280 pages à peu près. Mais juste. Ouais. Ouais, mais les encagés, c'est plus de 300. Je crois que c'est 340 pages. Oui, à peu près. La Vilain Jaune, c'était un peu plus petit puisque c'était c'est équivalent de 248 pages. Ouais, non, parce qu'au final, il y a un livre de 60 pages aussi, donc ça fait 300 pages. Bon, bref, c'est... Mais en tout cas, c'est un projet qui est... la taille qui compte. C'est la qualité de la campagne. Exactement. Et la campagne est chouette, puis elle est assez variée. Il y a des scénarios... il y a des scénarios vraiment aventure, il y a des scénarios vraiment d'horreur, d'enquête. C'est un bon melting pot d'un peu tout qui est sympathique. Parfait. Merci pour ces infos. Bonne équipe. Ouais. T'as d'autres questions? Non, à part, est-ce qu'on aurait oublié dans nos questions quelque chose qui te tenait à cœur particulièrement Non, pas particulièrement. Vous avez à peu près, on a fait le tour de à peu près tout. Et on a presque tenu ce qu'on avait dit. On est presque bon, presque. Mais voilà, on fait dans l'ordre des fois, mais. Oui, voilà, parce que voilà, vous doutez bien, les gens, que nous, on a un plan qu'on essaye de suivre, mais bienvenue sur Indécent Podcast, la chaîne où on respecte rien. Voilà. Si c'est comme une partie de jeu de rôle, la première victime, c'est le scénario. Voilà. Ça, ouais. Rapidement dans le chat, je vois qu'il n'y a pas trop de questions. Néanmoins, les gens, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster là dans le chat ou en commentaire de la vidéo quand elle sera sur YouTube demain. On y répondra ou on transférera les questions à ceux qui peuvent répondre. Ça marche. Je peux essayer d'improviser des questions, mais vu que j'ai pas encore lu la campagne, c'est peut-être un peu à côté de la plaque. Non, mais ouais, on a à peu près fait le tour de toute façon de
de tout. Puis voilà. Non, en tout cas, on est content parce que la campagne fonctionne bien au niveau des souscripteurs. On a déjà bientôt 250 souscripteurs. On a débloqué pas mal d'objectifs. L'auteur est ravi parce que ça fait un bon accueil. Si un petit mot sur les graphismes, globalement, on a aussi essayé de varier au niveau des coloris, parce que la lisière était dans des teintes de bleu, la ville en jaune c'était du jaune, les encagés c'était du gris, et Deluz c'était plutôt vert, et donc là, Maxime est parti sur du violet, qui était un des choix de l'auteur, violet avec des teintes de jaune pour contrebalancer en couleur complémentaire. Et du coup, ça fait un très chouette résultat, je trouve. Ça fait un résultat assez classieux et très british au final. Oui, c'est ça. Ça fait un peu feutré. Exactement. C'est monarchique un petit peu le violet comme ça. Ouais. C'est ça, voilà. Tant que vous me faites pas du rose, moi ça me va. Ça sera pour la Villa en Rose, Toulouse. Et voilà. Serait-ce un indice ou une des prochaines campagnes? On verra ça. Bon. Ok. Eh ben, si on a fini, il ne reste plus qu'à dire au revoir, à dire que ce sera en replay sur YouTube normalement demain, dès demain midi si on se tient à nos horaires, et sur les plateformes de podcast le matin, à 7h. Voilà, à peu près au champ du coq. du coq fatigué, mais voilà, vous avez compris. Donc voilà, dans la matinée, ce sera fait. On essaiera de tenir nos engagements. Voilà. Bon, en tout cas, merci à toi. Merci Jérôme, d'avoir été là. Merci, oui. Merci à vous pour l'invitation et merci à tous les gens qui regardent. Oui, merci à vous. Voilà. Merci à vous tous d'avoir été là ce soir, d'avoir échangé avec nous. Aranita, merci à toi d'avoir été là également. Ouais. Toujours un plaisir d'être là. On est toujours à 0-0, je surveille. On a un peu moins de spectateurs que d'habitude, mais il faut dire que c'est soir de match, donc forcément. Oui, voilà. Voilà. Mais ils ont une excuse, on va dire ça. Mais il y aura le replay. Il y aura le replay, voilà. Ils ont une excuse. Mais ouais, je suis ravie de faire cette première interview avec toi, tu vois. Eh ouais, voilà. En tout cas, ce fut un plaisir. Eh bien, merci encore une fois, Jérôme. Je souhaite pour vous que ça se passe très bien pour les derniers jours de ce financement. Et puis, comme beaucoup de monde, on va dire hâte de voir le bouquin entre les doigts pour pouvoir le jouer, le lire, et le faire jouer quand j'aurai réussi à finir déjà la Villa en jaune, quand on aura commencé la lisière. Bref, on avait dit quoi, 2020, enfin 2032, je crois que c'est à peu près ça, l'estimation pour finir la campagne. Voilà. Bon courage pour finir tout ça. Merci. Eh bien, les gens, je vous dis, on va se quitter là et puis on se dit à une prochaine. Portez-vous bien. À bientôt. Allez, à bientôt tout le monde. Bye bye tout le monde.